Windsor, 19 mai 2018. Devant 600 invités prestigieux, le prince Harry et Meghan Markle se sont dit oui pour la vie. C'est un conte de fées moderne qui dépoussière totalement la famille royale. C'est l'alliance d'Hollywood et de Buckingham. 7 ans après Kate et William, ce nouveau mariage du siècle a enflammé la planète entière. C'est une déferlante médiatique. C'est énorme l'impact. Un mariage dont la date n'a pas été choisie au hasard. Il a fallu attendre que Kate Middleton donne naissance au 3e enfant. Pour vous, nous allons répondre à toutes les questions qui se posent autour de cette union surprise. Comment une fille qui n'avait aucune chance de rejoindre la famille royale a-t-elle pu faire craquer le célibataire le plus convoité de la planète? Elle coche pas les cases. Meghan est roturière, divorcée, métisse, californienne. Meghan n'a rien qui pouvait attirer la famille royale d'Angleterre a priori. Comment Harry a-t-il manœuvré pour imposer Meghan Markle à Buckingham? Je ne pense pas que Harry a été obligé de taper sur la table devant la reine en disant « je vais me marier avec elle, je m'en fous de ce que vous dites ». Il a fait des tournées de petits déjeuners, il a rencontré les tantes, les cousins. Vous découvrirez comment Harry a réussi à impliquer sa mère Lady Diana dans cette union. Her favourite, and the main stone itself, I sourced from Botswana, and the little diamonds either side are from my mother's jewelry collection. Harry a quand même trouvé le moyen d'associer sa mère à ce moment très important pour lui. Le couple a-t-il livré la vraie version de sa rencontre? Que nous a-t-il caché? On m'a affirmé que le prince Harry avait très certainement craqué pour Meghan bien avant. Pour la belle histoire, c'est mieux de raconter celle où ils ne se connaissaient pas et ils se rencontrent pour la première fois et c'est un coup de foudre. Dans un document exceptionnel, vous allez découvrir qu'à 11 ans, Meghan Markle a fait un énorme buzz aux États-Unis. I don't think it's right for kids to grow up thinking these things, that just mom does everything. On se rend bien compte que quand elle a quelque chose dans la tête, c'est pas ailleurs et qu'elle ne lâche rien jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Alors, qu'a-t-elle fait pour faire avancer le monde du haut de ses 11 ans? Pourquoi le prince Harry est-il bien plus populaire que son frère William? Le prince Harry aime faire le pitre, quand à côté de lui, c'est vrai, son frère paraît beaucoup plus figé. Son grand frère William est considéré comme plus chiant que Harry, qui lui est fun, sympa et sexy. Vous verrez que rien n'est laissé au hasard dans la famille royale. Quels sont les sacrifices que Meghan a dû consentir pour être acceptée à Buckingham? Comme ça a été le cas pour Kate, elle est prise en main. Et vous verrez que cette jeune femme, qui vivait comme tout le monde, ne peut plus rien faire sans l'accord de la famille royale. Elle renonce à toute sa liberté, à tout ce qu'elle était. Elle a dû fermer les réseaux sociaux, c'est terminé. Meghan est-elle prête pour son nouveau rôle? Pour nous, le plus impitoyable des spécialistes de la monarchie anglaise a décrypté tous ses faits et gestes sans aucune langue de bois. Non seulement Meghan salue d'une façon extravertie, mais de temps en temps, elle fait cela également. On dirait une palourde qui s'ouvre et qui se ferme. Meghan portait un jean déchiré, ce qui n'est pas féminin du tout, et encore moins princier. Pour tout savoir sur le couple le plus sexy de la planète, voici la fabuleuse histoire de Harry et Meghan. Londres, 17 novembre 2017. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Un tweet lapidaire, en fait, qui nous annonce que le prince Charles est très heureux d'annoncer les fiançailles de son fils avec Meghan Markle. On a voulu faire moderne, juvénile, et on a tweeté l'annonce du mariage. Les caméras, les objectifs, tout le monde est là. Et c'est la première sortie dans les jardins de leur cottage du prince Harry et de sa nouvelle compagne, Meghan Markle. C'était un moment extrêmement excitant pour nous les Britanniques. C'est la toute première fois qu'on les voyait ensemble en tant que couple officiel. Donc les photographes étaient installés juste là, devant, et le couple princier était de l'autre côté du bassin, ce qui est donc assez rigolo parce qu'ils ne s'entendaient pas. Les photographes ont dû crier plutôt sur le prince Harry et sur Meghan Markle pour qu'ils puissent leur répondre. Congratulations from all of us. How are you both feeling?
Et il y a donc la masse de journalistes et de caméramans qui se sont déplacés pour avoir ces premières images tant attendues du prince et de sa promise. Alors ils sont évidemment tirés à 4 épingles, super bien habillés, super amoureux. Elle avait opté pour un trench coat blanc qu'elle avait ceinturé autour de la taille. Elle avait fait un brushing. Sa peau était sublime. Elle avait elle-même fait son maquillage, sa propre manucure. Elle était incroyablement belle. Et il y a énormément de gestes de tendresse entre deux. Ce premier rendez-vous avec le peuple est un moment d'intense émotion. Il ferait presque oublier que quelques heures plus tôt, l'annonce de ce mariage princier a résonné comme un coup de tonnerre. En effet, pour la grande majorité des Britanniques, l'entrée d'une simple actrice de série télé à Buckingham était un scénario improbable. Oui, j'ai été très surprise. Bien sûr. Je trouve Meghan trop vieille pour Harry. Ils étaient ensemble depuis peu de temps, ça a été très vite pour arriver au mariage. Effectivement, c'est surprenant. Personne n'avait parié sur le couple Meghan-Harry. Que ce soit cette femme-là qu'Harry ait choisie, ça a été une vraie surprise pour tout le monde. À la limite, d'autres maîtresses, d'autres compagnes de Harry auraient apparemment mieux fait l'affaire, en tout cas dans l'apparence. Personne ne croyait à un mariage. Donc vraiment, les Anglais ont été extrêmement surpris. Comment expliquer que les Anglais aient été à ce point stupéfaits? Pourquoi, aux yeux du peuple, Meghan avait-elle si peu de chances d'entrer à Buckingham? Elle est américaine, divorcée, métisse. C'est une jeune femme qu'on n'imaginait pas forcément passer des mois, des années au bras du prince Harry. La surprise est d'autant plus grande que leur love story est récente. Harry et Meghan ne se fréquentent que depuis 1 an et demi à l'annonce de leur fiançailles. Les choses vont très très vite dans cette histoire d'amour. Pour faire une petite parenthèse, on sait que dans le cas de William et de Kate, par exemple, il avait fallu 10 ans avant de pouvoir concrétiser cet amour. Donc effectivement, il y a une grande surprise. Lorsque Meghan arrive dans sa vie, au tout début, on se pose la question de savoir si c'est pas une nana de plus finalement. Et oui, ce n'est un secret pour personne, le jeune prince est un homme à femme. Il multiplie les aventures depuis toujours. Parce que Harry, on lui a connu des frasques sentimentales multiples. Souvent, quand même, les tabloïds en Angleterre en ont fait leur première page. La carrière amoureuse, entre guillemets, du prince Harry est déjà longue. Il a la réputation d'être un peu coureur de jupons. Il les a collectionnés, il aime sortir, il aime les filles. Il a cette image de serial lover qui enchaîne les conquêtes, qui est drôle, sympathique, beau, sexy, et qui donc peut un petit peu emballer tout ce qu'il veut. Des blondes, des brunes, des jeunes femmes toutes plus belles les unes que les autres. On a parlé de Joss Stone, de quelques actrices, de quelques mannequins, ce genre de choses. En tout cas, elles avaient tout un corps de sylphide. Depuis que Kate a prouvé qu'on pouvait épouser un prince, il y en a beaucoup qui tournaient en boîte de nuit, en discothèque autour de Harry. Lorsqu'il est attendu quelque part, la majorité des gens qui sont massés derrière les barrières métalliques pour des raisons de sécurité, ce sont des jeunes filles qui n'hésitent pas à crier « Harry, 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 épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi ». Adulé par les petites Anglaises, le prince est devenu au fil des années le célibataire le plus convoité de la planète. À tel point qu'il devient même le héros involontaire d'un programme de télévision. Il y a même une télé-réalité qui a été faite aux États-Unis, produite par la Fox, intitulée « Qui veut épouser Harry ?» dont le but est de caster en quelque sorte des jeunes filles, dont le rêve est d'épouser un jour le prince Harry. Des milliers de jeunes américaines se portent candidates pour séduire le beau prince. Mais un prince de pacotille. Évidemment, c'était pas le vrai Harry qui participait à l'émission, mais un sosie. Pour toutes ces pauvres filles qui ont participé à cette émission, le fait qu'ils ne rencontrent pas leur prince Harry à la fin, ça a dû être quand même une grosse déception. Il n'empêche que c'était vraiment un reflet de sa popularité mondiale et du fait qu'il était extrêmement convoité. La France non plus n'échappera pas au phénomène. Surfant sur la vague, l'actrice Camille Cotin ira jusqu'à tourner un film sur le thème du mariage avec Harry. Où effectivement, à travers son film, elle tentait désespérément, elle aussi, de rentrer en contact du prince Harry pour pouvoir l'épouser. Donc ce n'est pas étonnant que, étant frère du futur roi de Grande-Bretagne, célibataire à la recherche d'une jeune femme,
qu'il y a des millions de jeunes femmes autour du monde qui rêveraient de se marier avec lui. Et parmi toutes ces candidates, c'est Meghan qui décroche le gros lot. Un choix qui laisse tout le monde perplexe, tant elle n'a pas le profil d'une future princesse. On n'a pas voulu voir en Meghan tout de suite la candidate idéale, parce que c'est vrai que sur le papier, elle coche pas les cases. Elle est afro-américaine, elle est actrice, elle est divorcée. C'est une jeune femme qu'on n'imaginait pas forcément passer des mois, des années au bras du prince Harry. Et pour couronner le tout, Meghan a 3 ans de plus que Harry. Un prince plus jeune que sa future femme, c'est du jamais vu chez les Windsor. Le prince Harry a 33 ans et Meghan Markle en a 36 au moment où on apprend que tous les deux sont fiancés. Cette différence d'âge a beau être minime, elle invitait quand même les Anglais à penser que c'était peut-être qu'une passade finalement avec une femme qui avait plus d'expérience que lui et qu'il se résignerait à trouver une épouse de son âge ou un peu plus jeune. 3 ans de plus, on n'en a pas dans la famille royale. Une femme qui a 3 ans de plus que son époux, on est au contraire très très loin d'un modèle de Diana qui avait 12 ans de moins que le prince Charles. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, elle a l'âge qu'avait Diana, la mère d'Harry, quand elle est morte. Si l'annonce de ce mariage hors norme a stupéfié une majorité de Britanniques, il n'a pourtant étonné personne parmi les spécialistes de la famille royale. Toute personne qui a le vocabulaire de la famille royale et la connaissance du dictionnaire royal sait que des points très clairs ont été posés qui se dirigent vers le mariage. Le fait qu'elle apparaisse au Invictus Games comme elle est apparue, c'est une évidence qu'on prépare des fiançailles. Les Invictus Games sont une sorte de jeu paralympique pour les vétérans de guerre créé par le prince Harry en 2014. C'est 2 mois plus tôt, fin septembre, lorsque les Invictus Games ont eu lieu à Toronto, en 2017, Harry et Meghan se sont affichés officiellement main dans la main, tous les deux. Dans la foulée de cette première apparition publique, Meghan Markle accorde une longue interview au célèbre magazine américain Vanity Fair. Lors de cet entretien, la comédienne ne cache rien de ses sentiments pour le prince Harry. Elle dit qu'ils sont un couple et qu'ils sont amoureux, c'est sans précédent. Le message est clair et il n'échappe pas aux journalistes présents dans les tribunes ce jour-là. Voir Harry et Meghan ensemble est une preuve du sérieux de leur relation. Donc tout ça, c'était des éléments qui, accumulés, laissaient présager aux plus observateurs des spécialistes de la famille royale que, oui, a priori, il y avait vraiment quelque chose qui était mis en place et qui était en marche. On allait vers des fiançailles et un mariage. En revanche, je pense qu'il a un peu pris tout le monde de court sur le timing. Donc oui, ça va très vite, mais c'est aussi parce que monsieur a grandi et que le temps tourne. Harry a déjà 33 ans et depuis quelque temps, il ne cache plus son désir de trouver la mère de ses futurs enfants. Il a dit qu'il avait envie de se marier, qu'il avait envie d'avoir un labrador, un chien, des enfants. Il était déjà très en demande d'une vie finalement affective pleine, d'une vie familiale simple. Il est prêt finalement à s'engager, il est prêt à entrer dans sa vie d'adulte avec une femme. Mais le vrai problème de Harry, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à trouver une jeune femme qui soit prête à accepter les immenses contraintes que sont celles d'un membre de la famille royale. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Harry a cru une première fois avoir trouvé le grand amour auprès de Chelsea Davy, une sublime blonde rencontrée en 2004. Il a 20 ans, elle en a 19. Alors le prince Harry a une relation, comme on dit, on and off, avec Chelsea Davy, qui était une jeune fille d'Afrique du Sud. Pendant quasiment 7 ans, ils ont été ensemble, séparés, à nouveau ensemble, à nouveau séparés. Et on finissait par se dire que cette histoire qui n'en finissait plus serait certainement la bonne. Une love story à rebondissement comme celle de Kate et William quelques années plus tôt. Sauf que Chelsea, qui plaisait pourtant beaucoup à la reine, a fini par jeter l'éponge. Elle part parce qu'elle dit qu'elle ne supporte plus la pression qui existe autour du prince Harry et en somme les médias permanents qui lui bousillent sa vie, dit-elle. Elle se sentait comme un poisson rouge dans un bocal et du coup elle est partie. Mais ça aura vraiment été le grand amour du prince. Après sa rupture avec Chelsea Davy en 2012, le prince rencontre Cressida Bonas, une jeune aristocrate britannique. Leur liaison, qui est officielle, durera 2 ans avant de s'interrompre brusquement.
Elle cochait plein de cases pour plaire au prince Harry. Mais cette jeune femme aurait reculé finalement devant la pression médiatique, refusant d'être scrutée en permanence et de se plier au protocole qui est, il faut bien l'avouer, assez dur. Elles ont eu peur, elles ont reculé. Donc au fond, quand Meghan arrive, c'est pas forcément qu'elle est une énième après beaucoup de jeunes filles parce que lui est un séducteur, c'est plus que lui cherche désespérément sa moitié. Avec Meghan Markle, c'est un petit peu différent parce qu'elle vient d'un milieu du cinéma, de télévision, de mannequinat, d'œuvres humanitaires, de voyage, donc elle est un peu dans le même moule que Harry. Harry et Meghan ne viennent pourtant pas du même monde. Si lui est le petit-fils de la reine la plus célèbre de la planète, la jeune femme a grandi dans une famille modeste, installée depuis toujours dans un petit quartier de Los Angeles. Alors, qui est cette jolie brune que personne ne connaît vraiment? Comment s'est-elle construite? Qui se cache derrière le masque de Rachel Zane? Les quelques Anglais qui connaissaient Meghan Markle avant l'annonce des fiançailles la connaissaient sous son personnage de Rachel Zane dans la série Suits. Rachel Zane, c'est une assistante juridique dans un brillant cabinet d'avocats new-yorkais. Une jeune femme pétillante, très jolie. Meghan est l'une des héroïnes de Suits, Avocat sur mesure, une série qui connaît un joli succès auprès du public américain depuis son lancement en juin 2011. Cette série cartonne aussi dans le monde entier. Pourtant, Suits ne permet pas à Meghan d'accéder au rang de superstar hollywoodienne. Meghan Markle a un petit groupe de fans, mais elle n'est pas mondialement connue. On est quand même très loin d'Angelina Jolie. Ce n'est pas la plus grande star d'Hollywood. Meghan Markle reste l'actrice d'une série télé. Ça ne va pas faire d'elle une star internationale et planétaire. C'est dans la Mecque du cinéma, à Los Angeles, que la petite Rachel Meghan Markle voit le jour le 4 août 1981. Meghan Markle est née à Los Angeles, a passé sa jeunesse là-bas. C'est pas Beverly Hills, c'est pas Hollywood. Elle vit à la lisière d'un quartier noir américain. Qui d'ailleurs s'appelle Windsor Hills. Donc Windsor, on retrouve le nom de famille de la famille royale, c'est quelque part prédestiné. Seule fille de Thomas Wayne Markle et de Doria Ragland, Meghan a un demi-frère, Thomas Jr., et une demi-sœur, Samantha Grant, née d'un premier mariage de son père. Sa mère, Doria, après avoir vaguement été hôtesse de l'air et assistante sociale, s'est reconvertie dans le yoga. C'est quelqu'un de très cool, Doria. Elle passe ses journées à boire du thé matcha. Elle ne s'habille que de leggings et surtout, elle a cette particularité d'être l'arrière petite fille d'esclave du Mississippi. Si sa mère est issue de la communauté afro-américaine, son père est d'origine irlandaise. Il compterait même le roi Édouard III d'Angleterre parmi ses ancêtres. Son papa a travaillé dans des studios à Hollywood et il était directeur de la photographie, il travaillait sur l'éclairage et il a travaillé notamment sur la série Marié 2 enfants. Et Meghan raconte d'ailleurs que pendant des années, après sa journée à l'école catholique, elle partait en uniforme rejoindre son papa sur son lieu de travail. Et donc elle était là dans son petit uniforme assise sur le côté pendant le tournage de la série Marié 2 enfants. Marié 2 enfants. Une série qui raconte le quotidien d'une famille américaine totalement déjantée et qui casse littéralement la baraque dans les années 90. Meghan, elle a grandi dans une famille middle class très aimante, unie, très entourée. C'est une petite fille qui aime aussi se donner en spectacle, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi une personnalité, vraiment quelqu'un de très déterminé. Et elle s'intéressait aussi à la politique, elle était déjà féministe très jeune. D'ailleurs, il y a une anecdote très éclairante sur cette question. Elle voit une publicité à la télévision et une publicité qui la choque. Voici un document exceptionnel. Nous sommes en 1993, la toute première apparition de Meghan Markle à la télévision. I don't think it's right for kids to grow up thinking these things, that just mom does everything. Meghan est encore une toute petite fille, mais sa conscience féministe est déjà très affirmée. Elle est interloquée par une publicité de la multinationale Procter & Gamble pour un produit vaisselle. Women are fighting greasy pots and pans with ivory clear. Meghan est révoltée par l'image que la marque donne des femmes. Elle décide alors de le faire savoir. Elle est totalement outrée par la façon dont la marque communique en disant que les femmes d'Amérique se battent contre la Grèce.
Et ça, Meghan, tout de suite, ça l'insupporte. Ça l'insupporte à tel point qu'elle va vouloir agir et qu'elle décide d'envoyer des lettres à tout ce que l'Amérique compte de représentants les plus importants. Elle va écrire notamment à Hillary Clinton pour se plaindre de cette publicité qu'elle juge sexiste. Et Procter & Gamble est tellement impressionné par la lettre de cette toute jeune fille que le texte de la publicité est changé et on dit non pas les femmes vont être libérées, mais les gens qui font la vaisselle vont être libérés. Coming off. People are fighting greasy pots and pans with Ivory Clear. Du haut de ses 11 ans, Meghan vient de réussir un coup extraordinaire. De sa chambre d'enfant, elle a fait plier l'une des plus grosses entreprises américaines. C'est quand même fou d'imaginer que cette petite fille de 11 ans a pris son stylo pour écrire une lettre et a réussi à faire changer le slogan d'une marque qu'elle jugeait sexiste. Et là, on se rend bien compte que pour une aussi jeune fille, c'est quand même une sacrée preuve de caractère. On se rend bien compte que quand elle a quelque chose dans la tête, c'est pas ailleurs et qu'elle ne lâche rien jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Elle ira jusqu'à inciter tous les Américains à agir de la même façon. If you see something that you don't like or offended by on television or any other place, write letters and send them to the right people, and you can really make a difference for not just yourself, but lots of other people. Et cette petite victoire, quand elle avait 11 ans, ça fait naître des aspirations bien plus importantes. Et donc, quand elle arrive à l'université, elle fait ce double choix de faire des études d'art dramatique et de politique. Donc là, on se dit que vraiment, c'est une jeune femme qui est intéressée par les questions géopolitiques, une jeune femme qui a très envie de réfléchir à l'avenir du monde et aussi d'amener sa pierre à l'édifice quelque part. À peine diplômée, elle s'envole pour Buenos Aires en Argentine où elle a décroché ce qu'elle croit être le Graal, un stage d'assistante au sein de l'ambassade des États-Unis. Malheureusement, l'expérience ne lui plaît pas. Reléguée à des tâches subalternes, le rêve de Meghan tourne court. On aurait pu imaginer qu'elle allait faire une carrière diplomatique. Et puis non, finalement, Meghan Markle va revenir du côté de Los Angeles où elle va refaire des castings. Un proche va lui dire, écoute, moi j'ai quelque chose pour toi, je pense que t'es faite pour le théâtre, j'ai quelque chose pour toi. Il va la lancer un peu dans le cinéma. Donc un peu malgré elle, elle va abandonner sa carrière politique pour s'intéresser à l'autre carrière dont elle rêvait, c'est-à-dire sa carrière d'actrice. C'est en 2002 que Meghan décide de se consacrer définitivement à la carrière de comédienne. À 20 ans, elle fait le grand saut et plonge dans le grand bain hollywoodien. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Elle va galérer, Meghan Markle, puisque elle dira, pour reprendre une expression très californienne, qu'elle était 50-50, c'est-à-dire pas assez noire pour jouer des rôles de noire et pas assez blanche pour jouer des rôles de blanche. Elle en a parlé de ces années de galère, de ces années où elle fait des auditions. Un coup, les cheveux trop crépus, on trouve qu'elle est trop ronde. Enfin bon, énormément toute cette cruauté finalement qu'on peut avoir dans les castings. Meghan ne correspond pas physiquement au profil recherché par les producteurs hollywoodiens. Elle ne décroche que des rôles mineurs, voire de simples figurations. Pire encore, elle accepte d'endosser le rôle de l'hôtesse dans l'émission Deal or Not Deal, l'équivalent américain du jeu à prendre ou à laisser. À ce moment-là, elle se dit, est-ce que j'ai bien fait de choisir cette carrière d'actrice ? Elle explique elle-même que finalement, l'un des premiers castings qu'elle est passé, c'était pour le rôle d'une sexy girl numéro 1. Autrement dit, c'était pas non plus le rôle de sa vie, il n'y avait pas de dialogue. Elle fera une apparition dans l'hôpital central, c'est son premier rôle. C'est vraiment très très furtif et on peut pas dire que ça a lancé sa carrière, mais en tout cas, c'était une première ligne à son CV. Puis à partir de 2005-2006, elle décroche assez régulièrement des petits rôles, mais à chaque fois, c'est dans un seul épisode d'une série. Que ce soit dans Fringe, Castle ou Beverly Hills, Meghan n'enchaîne que de très brèves apparitions. Sa carrière ne décolle pas. Donc c'est quand même pas évident, elle aurait pu baisser les bras et peut-être faire autre chose, mais elle s'est accrochée. 8 longues années après ses débuts, la comédienne décroche enfin le rôle qui va changer sa vie. Elle est choisie pour incarner le personnage de Rachel Zane dans Suits, la série qui va lui permettre de sortir de l'ombre. Elle passe les essais, elle est prise, et là c'est la consécration, puisque c'est la première fois qu'elle est au générique d'une série. Pour les besoins des tournages, Meghan quitte Los Angeles et s'installe à Toronto, au Canada, où elle vivra durant 7 ans. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Harry profite pleinement de la vie et de son immense popularité.
il est extraordinairement populaire. Donc c'est aussi pour cette raison que le mariage suscite un tel engouement. C'est que c'était un peu le dernier prince de contes de fées à épouser. Le prince Harry a une cote de popularité bien plus importante d'ailleurs que le prince William. C'est un peu le chouchou de la presse et des Britanniques. Donc en effet, il y a une ferveur incroyable. Si le mariage de Harry et Meghan a autant passionné les Britanniques, c'est d'abord parce que leur prince bénéficie d'un statut particulier. Harry est le membre préféré de la famille royale. Il est bien plus populaire que son frère William. Préférez-vous Harry ou William? Je pense plutôt Harry. Il a un côté bad boy que je préfère, oui. Je craque pour Harry. Harry. Pourquoi Harry? Et pourquoi pas? Le peuple vénère son jeune prince, et cela ne date pas d'hier. Alors pourquoi Harry est-il depuis toujours le chouchou des Britanniques? Pourquoi le peuple lui a-t-il toujours tout pardonné? Pourquoi voit-il en lui le successeur de la princesse Diana? Nous allons voir que les drames de son enfance, sa personnalité originale et malicieuse, mais aussi ses engagements humanitaires, ont touché au plus profond le cœur des Anglais qui ont fait de lui une véritable icône. « 6 septembre 1997, l'image est gravée dans toutes les mémoires. Pas une larme ne coule sur son visage d'enfant. Pourtant, le jeune prince traverse la journée la plus sombre de son existence. Entouré de son frère William et de son père, le prince Charles, Harry accompagne sous les yeux du monde la dépouille de sa mère. Il y a un lien avec Harry extrêmement viscéral de la part de l'opinion publique britannique parce qu'effectivement tout le monde se souvient, mais avec vraiment beaucoup d'émotion, de ce tout petit garçon marchant à côté de son frère, son père, son oncle derrière le cercueil de sa mère. Le monde entier partage l'émotion de ce petit prince qui parvient du haut de ses 12 ans à faire face dignement sans jamais vaciller. Le Royaume-Uni est bouleversé. Harry a raconté comment il était complètement anéanti en disant « J'avais l'impression que ma mère devait être à mes côtés, mais finalement elle était devant nous dans le cercueil. » Il a été la plus grande victime de cette tragédie. Les larmes de tout un peuple font écho au désespoir de Harry qui devient pour tous l'enfant martyr que l'on va vouloir chérir et protéger. Tout le monde avait envie de le prendre dans ses bras pour le consoler. Il a ému toute l'Angleterre. Voire même le monde entier, c'était des images très, très intimes, très tendres. Harry a ce côté de sa mère d'être proche du peuple. Mais il est encore plus proche du peuple que n'importe quel autre prince du XXe siècle, en tout cas. C'est Harry qui porte le plus le souvenir de Diana parce qu'il a hérité d'une chose qui a fait la légende de Diana, c'est son extraordinaire empathie. C'est son goût du contact, sa capacité de se mettre accroupi devant les enfants, de les prendre dans les bras. Il est capable de gestes que vous ne verrez jamais chez les autres membres de sa famille. Harry enlace, il fait des selfies, il est tactile. Vous voyez, ça c'est Harry. Sur le fond, c'est Prince Harry, mais on peut même l'appeler Harry parce qu'il est comme nous. Et c'est quelque part là aussi, c'est ce que Harry cherche et c'est ce qu'il aime. Si les gens aiment Harry, c'est parce que Harry aime les gens. Et à la différence des autres membres de la famille Windsor, qui imposent souvent une certaine distance, le prince n'hésite jamais à aller au contact. Quand il part en voyage officiel, quand il va à l'étranger, il prend les enfants dans ses bras. Il fait des photos, il accepte les selfies. Il a l'approche matey, ça veut dire c'est comme un pote. On peut lui parler de n'importe quoi. Donc c'est une gage de sympathie supplémentaire. Il est assez naturel finalement. Un trait de personnalité qui le caractérise depuis l'enfance. Déjà tout petit, son comportement frondeur différenciait Harry de son frère William. En fait, là où William était très, voire trop strict et sérieux, Harry bénéficiait, lui, du capital sympathie auprès des Anglais, tout simplement parce qu'il était plus funky. Il avait cette personnalité plus rigolarde, il n'hésitait pas à jouer avec les photographes. On se souvient de lui qui faisait des grimaces enfants.
Le prince Harry aime faire le pitre, aime faire le clown. Il évolue comme un petit garçon normal quand, à côté de lui, c'est vrai, son frère paraît beaucoup plus figé, beaucoup plus dans la stature d'un futur roi. Avec sa bouille de petit clown, Harry était irrésistible. Toujours prêt à faire une bonne blague au photographe. Grimace, un bon mot. C'est un régal pour les médias. C'est-à-dire que si Harry a une personnalité qui peut être qualifiée de plus joviale, de plus malicieuse par rapport, en comparaison à son frère William, c'est aussi qu'il n'a pas reçu la même éducation. Il a toujours aussi bénéficié de beaucoup plus de liberté. On laissait jouer et faire des facéties à Harry quand on surveillait profondément le prince William, le moindre fait, le moindre geste de l'héritier du trône. Son côté turbulent séduit le peuple, au point que le prince provoque la curiosité à chacune de ses sorties. Donc très vite, ce tout petit garçon a été enfermé dans l'idée qu'il devait être le trublion. Et pendant quelques années, eh bien, il a fait exactement ce que les adultes demandaient de lui, il a été le trublion. Il ne faut pas oublier qu'il a eu toute une période où il était Dirty Harry. Un surnom que lui donnent les tabloïds, tant son comportement est aux antipodes des bonnes manières de la famille royale. Harry fait fi des conventions. Il semble oublier qu'il est le petit-fils de la reine. On le voyait dans des soirées un peu dénudées avec des filles, il sortait énormément. Il sortait dans les pubs, il allait se saouler en boîte de nuit, et une fois, il a même frappé un photographe qui était sur son chemin. On le voit en une de tabloïds avec des cigarettes, des joints. On l'a vu dans des situations quand même un petit peu embarrassantes, tant pour lui que pour la cour d'Angleterre et pour sa grand-mère, la reine d'Angleterre. On l'a vu parfois dénudé. Pourtant, Harry a beau multiplier les provocations, les Anglais n'arrivent pas à lui en vouloir. Bien au contraire. Les Anglais lui pardonnaient un petit peu parce que quand même, il avait perdu sa maman, il avait bien le droit de tester les limites, de se chercher. Après la mort de sa mère, il ne croyait plus en rien. Donc fallait s'amuser, la vie ne valait rien. De toute façon, les gens qu'on aimait mouraient. Il était dans la colère, dans la tristesse et surtout dans le cynisme. Plus il dépasse les limites, plus il est populaire. Sa personnalité fantasque le rend bien plus attachant aux yeux des Britanniques que son grand frère William. Et puis un jour, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse quelque chose d'utile de sa vie. Et c'est là où le souvenir de Diana, le secours de Diana a été très utile parce qu'il a compris qu'il pouvait, de sa position, faire énormément de bien. Nous sommes en 2006. Harry, qui vient de fêter ses 22 ans, change radicalement de cap. En digne héritier de sa mère, il décide de se lancer à corps perdu dans l'humanitaire. Harry va beaucoup s'impliquer en Afrique, que ce soit pour la protection des populations locales, pour l'accès à l'eau, pour la défense également des animaux. C'est vraiment des causes qui lui tiennent à cœur. Il va créer Sentable, une organisation qui vient en aide aux enfants africains victimes du HIV. Harry est vraiment très engagé dans la lutte contre le sida. On l'a vu se faire dépister avec Rihanna pour encourager les gens à le faire. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas qu'apposer son nom à côté d'une cause, il agit. No. One is fine. Maybe I'll put it. Au plus proche des malades et des démunis, le prince prend à cœur sa nouvelle mission. Marchant sur les traces de Diana, il se sent utile aux autres pour la première fois de son existence. When my mother held the hand of a man dying of AIDS in an East London hospital, no one would have imagined that just over a quarter of a century later, treatment would exist that could see HIV-positive people live full, healthy, loving lives. Il a créé les Invictus Games, qui sont la chose qui a donné du sens à sa vie. En 2012, Harry, qui s'est porté volontaire pour combattre les talibans en Afghanistan, est bouleversé par les horreurs de la guerre. Sur place, il se jure de faire quelque chose pour les vétérans. Ainsi est née sa grande idée, les Invictus Games. Il lance ça en 2014 et c'est une vraie réussite, c'est un vrai engagement. On va le voir créer des campagnes de communication dans lesquelles il va impliquer les Obama, ça va devenir un buzz mondial, il va même réussir à faire jouer sa grand-mère dans un petit clip totalement déjanté. Message? Yeah, from Michelle. How very amusing. So you like to watch it together? Yes. Let's have a look. Hey, Prince
Terry. Remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Boom. Le fait d'avoir lancé cette manifestation sportive, c'est quelque chose qui fait que les Anglais vont se prendre de tendresse pour Harry, qui est engagé à la fois, a fait l'armée et s'engage pour tous les gens qui, sur le terrain, défendent le pays et y ont perdu quelque chose. Harry est devenu le champion toute catégorie de l'humanitaire et les combats du prince finissent par avoir un écho international. Alors en 2010, les Allemands lui décernent un Golden Heart Award qui vient récompenser tous ses engagements humanitaires. Et le prince fera un discours particulièrement touchant dans lequel il dit que c'est la plus belle des récompenses, bien plus belle que celle d'être né prince d'ailleurs. Donc là, on peut dire qu'il s'est trouvé une identité, il l'a dit lui-même. Après tout, les princes, ça peut servir à quelque chose si ça permet d'améliorer le monde. Donc voilà, il s'est trouvé une voie en chaussant les chaussures de Lady Di. Comme sa mère des années plus tôt, Harry a trouvé sa voie et son bonheur au service des déshérités. Le prince a 32 ans. Il ne lui manque qu'une chose pour que ce bonheur soit complet, l'amour. Et en juillet 2016, il va se présenter sous les traits d'une héroïne de série, une certaine Rachel Zane, alias Meghan Markle. Alors comment Harry et Meghan se sont-ils connus? Que s'est-il passé lors de leur première rencontre et nous ont-ils dit toute la vérité sur leur love story? Dans l'interview des fiançailles, tous les deux expliquent qu'ils connaissaient très très peu de choses de l'autre avant cette fameuse rencontre en juillet 2016. So how much did you, Prince Harry, know about Meghan? Had you seen her on TV? No, I'd never even heard about her until this friend said Meghan Markle. I was like... Le prince Harry dit je ne connaissais pas Meghan Markle. Et Harry enfonce le clou en ajoutant qu'il ne connaissait pas non plus la série Suits. So no, I'd never watched Suits. I'd never heard of Meghan before. Et Meghan Markle va jusqu'à dire qu'elle savait vaguement qu'il existait un prince Harry, mais sans plus. À en croire l'actrice, elle n'en savait pas beaucoup plus sur ce jeune prince qui vit à l'autre bout du monde. Un aveu qui laisse dubitatif certains spécialistes. Alors, si je veux bien croire que le prince Harry n'avait pas forcément vu la série Suits, en revanche, Meghan Markle, et c'est pas que la jalousie qui me fait dire ça, je vais avoir du mal à croire qu'elle savait pas du tout qui était le prince Harry, quand même. On m'a affirmé que le prince Harry savait très certainement qui était Meghan bien avant de la rencontrer la première fois. Pour la belle histoire, c'est mieux de raconter celle où ils ne se connaissaient pas et ils se rencontrent pour la première fois et c'est un coup de foudre. Et puis il y a une autre théorie, alors qu'on aura toujours du mal à prouver, mais enfin qui circule quand même beaucoup. Cette théorie, c'est celle de la journaliste britannique Katie Nicholl. Proche de certains membres de la famille royale, elle est au courant de tous les petits secrets. Selon elle, Harry n'a pas dit toute la vérité lors de son interview à la BBC. On m'a affirmé que le prince Harry avait confié à l'une de ses proches amies qu'il avait craqué pour Meghan. Cette même personne lui a alors demandé quel était son type de femme et il a répondu « Meghan Markle de Suits ». Et ça, c'était bien avant qu'ils se rencontrent. Il avait déjà regardé cette série-là, la série Suits. Puisqu'elle est diffusée dans le monde entier. Et il n'est pas impossible que le prince Harry soit tombé fou amoureux du personnage de Rachel Zane. C'est lors d'une soirée entre amis, chez lui, à Nottingham Cottage, que le prince aurait avoué pour la première fois avoir totalement craqué sur Meghan. Il avait déjà dit à des amis, cette nana-là, c'est ma femme parfaite. Cette rencontre n'était peut-être pas aussi fortuite qu'il veut bien nous faire croire. We're a fantastic team. We know we are. Meghan et Harry reconnaissent tous les deux que leur rencontre était une rencontre arrangée. Mais ils refusent de donner le nom de la personne qui les a présentés, en fait. How did you first meet? Yes, we first met. We were introduced actually by a mutual friend who we will... We should protect her privacy and not reveal too much of that. And but it was literally it was through her, and then we met. Une amie commune, une femme qui reste anonyme, fait l'entremetteuse. Il y a cette histoire qui dit que l'une des responsables presse de la marque Ralph Lauren, qui a grandi avec le prince Harry, aurait à plusieurs reprises habillé Meghan Markle et aurait pu faire le lien entre les deux. C'est l'une des théories. Mais une deuxième théorie veut que cette femme mystérieuse soit en réalité un homme.
Marcus Anderson. Ce playboy de 35 ans, directeur du Soho House de Londres et de Toronto, aurait arrangé la rencontre ce soir-là. C'est une nouvelle fois Cathy Nicholl qui révèle cette information. C'est Marcus qui a arrangé ce rendez-vous. Marcus est un très bon ami de Meghan, il vit au Canada, là où elle tournait la série Suits. Et évidemment, la première fois où le couple s'est rencontré, c'est dans son club, le Soho House. Et c'est le prince Harry, dit-on, qui demande personnellement à Marcus Anderson de lui organiser une soirée parce qu'il a appris que Meghan Markle est attendue et va arriver à Londres. Si l'actrice doit se rendre dans la capitale britannique, c'est pour soutenir son amie Serena Williams. La championne de tennis dispute cette année-là le tournoi de Wimbledon. Et Meghan n'a pas prévu de faire le voyage toute seule. Elle est accompagnée de son ami, Marcus. Et comme par hasard, Marcus est aussi un proche du prince Harry. Il a grandi avec le prince Harry parce qu'ils ont fait leur classe ensemble au collège et il connaît très bien Meghan à qui il a donné la carte de membre du Soho Club à Toronto. Donc cet homme-là pourrait complètement, en fait, être le trait d'union entre les deux. Il pourrait être celui qui les a présentés l'un à l'autre. La toute première rencontre a donc lieu au Soho House de Londres. Le lieu de toute la jet-set londonienne, un endroit assez magique. C'est l'un des lieux les plus huppés, les plus chics de Londres. On ne peut pas rentrer si on n'a pas la carte de membre. Et le gros avantage pour tous les gens qui s'y rendent, c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable, on ne risque pas d'être pris en photo. Il y a vraiment une discrétion autour de ce club qui permet au prince Harry, qui pourtant est largement traqué, de se sentir hyper à l'aise à l'intérieur. Alors, comment cette fameuse soirée au Soho House s'est-elle déroulée? Harry et Meghan ont-ils craqué au premier regard? Et Harry, quand il est rentré dans le bar la première fois, il a vu Meghan. Il semble que pour une fois, le prince Harry soit un peu impressionné, un peu dans ses petits souliers en quelque sorte. Il a dit, oh là là, il faudrait que je sois vraiment à la hauteur avec elle, parce qu'elle est quand même très très belle. I was beautifully surprised when I walked into that room and saw her, and there she was sitting there. I was like, okay, well, I'm going to really have to up my game. I'm going to sit down and make sure I've got a good chat. Donc il raconte ça, c'est hyper romantique, évidemment, on rêve toutes qu'ils disent la même chose de nous. Mais on ne peut que se dire qu'en effet, il y a eu une alchimie entre ces deux-là qui fait qu'ils sont partis du bon pied. On peut même parler d'un véritable coup de foudre entre les deux jeunes gens. Lui est évidemment très attiré par sa beauté, elle est très vite fascinée par lui. Vraiment, ça pétille entre eux. Il s'est passé quelque chose visiblement ce soir-là qui ressemble quand même vraiment à un coup de foudre. Dès le lendemain, ils se revoient, le premier tête-à-tête du couple, et un peu, comme tous les jeunes couples de la planète, dirons-nous, ils vont vouloir l'un et l'autre se voir de plus en plus fréquemment, mais Meghan Markle est rappelée à Toronto pour les tournages de sa série. Une première séparation mal vécue par le prince qui craint de ne jamais revoir sa bien-aimée. Harry est bien décidé à ne pas laisser passer l'amour de sa vie. On dit vraiment que le prince Harry était déjà totalement épris et qu'il a bombardé Meghan de SMS. Et quelques jours seulement plus tard, elle reçoit une invitation du prince lui demandant s'il l'accompagnerait quelques jours au Botswana, en Afrique. Tout semble donc aller très vite entre les deux tourtereaux. Pourtant, Meghan fait patienter Harry avant de dire oui à cette invitation. La jeune femme doit d'abord faire le grand ménage dans sa vie. Il faut savoir qu'avant de partir en voyage, en vacances avec lui, elle a quand même eu un énorme problème à régler, Meghan Markle. Elle n'est pas célibataire, Meghan. Elle est avec Olivier Telliot, qui est un chef canadien. Un jeune chef entreprenant, dynamique, qui a lancé sa première rôtisserie, tout d'abord, qui est très vite devenue une chaîne dans le Canada. Et alors, il a un profil très particulier, il est plutôt beau gosse qu'Olivier Telliot. Donc il a à la fois ce statut de chef cuisinier et de star. Ça faisait plusieurs mois, plusieurs années qu'ils se fréquentaient. Et cette relation-là, il fallait bien que Meghan y mette un terme. Ce que Meghan, en femme amoureuse, va faire sans hésiter. Ce qui montre que c'est une femme très droite dans ses bottes, elle a voulu mettre de l'ordre dans sa vie. Elle s'est séparée de Cory Vitello parce qu'elle a compris que quelque chose de très spécial était en train de se passer. Et je trouve que c'est, voilà, d'une certaine manière, tout à son honneur d'avoir procédé de cette manière. 3, maybe 4 weeks later, that I managed to persuade her to come and join me in Botswana.
les premiers 5 jours qu'ils passent vraiment tous les deux seuls au monde, c'est au Botswana. Et le Botswana, c'est un endroit, c'est vraiment le deuxième pays, le pays de cœur du prince Harry. C'est là qu'il a été après la mort de sa mère pour essayer de se reconstruire, pour se reconnecter à la nature. Et c'est là qu'il emmène Meghan. And we camped out with each other under the stars. She came and joined me for 5 days out there, which was absolutely fantastic. So then we were really by ourselves, which was crucial to me to make sure that we had a chance to get to know each other. Yeah. Ils vont pouvoir se découvrir sans aucun apparat, sans aucun artifice. Elle n'est plus actrice, il n'est plus prince. Ce sont 2 êtres humains qui sont partis à l'aventure tous les deux en Afrique. Un premier voyage fondateur où les 2 jeunes gens, seuls au monde pour la première fois, vont prendre pleinement conscience qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Entre eux, c'est une évidence. Très vite, au fond, ils voient qu'ils ont des points communs extrêmement forts, notamment cet engagement philanthropique. Lors de ce huis clos amoureux, ils découvrent chez Meghan une personnalité aussi engagée que la sienne, dans l'humanitaire et les droits de l'homme. Pour Harry, c'est la femme parfaite. C'est-à-dire que Meghan, quand elle rencontre Harry, elle rentre du Rwanda, par exemple, où elle est allée avec une organisation humanitaire aider à l'arrivée de l'eau potable dans des villages. Elle se bat pour les écoles, pour ouvrir des écoles sur place. Meghan Markle, c'est quelqu'un qui s'était positionné contre le racisme, dont elle a été victime toute son enfance. Elle a fait beaucoup d'actions pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. UN Secretary General, Executive Director Phumzile, thank you. Distinguished ladies and gentlemen, I am tremendously honored to be UN Women's Advocate for Political Participation and Leadership. I am proud to be a woman and a feminist. Enfin, c'est vraiment une femme très très engagée. Et tout ça, pour Harry, ça fait écho à tout ce que pouvait faire sa maman, Diana. Ils se sont vraiment trouvés, et je pense que cette dimension-là a rappelé à Harry certains traits de personnalité de sa mère. Meghan ressemble tant à Diana. Même détermination, même compassion pour les plus démunis. Elle est la femme qu'il attendait depuis toujours. Alors de retour à Londres, le prince Harry se précipite pour la demander en mariage. Un moment magique qui s'est déroulé dans leur cuisine à Nottingham Cottage. What we're doing, just roasting chicken and Roasting having the chicken. Trying to roast the chicken. trying to roast the chicken, and it was just an amazing surprise. It was so sweet and natural and very romantic. Alors on en arrive presque à se demander s'il n'a pas fait ça en jogging, en pantoufles. Alors on ose espérer quand même qu'il y a mis un peu plus de forme. Puis, avec la bague de fiançailles, le prince a tenu à rendre à Meghan le plus beau des hommages. The ring is obviously yellow gold because that's her favourite, and the main stone itself is sourced from Botswana, and the little diamonds either side are from my mother's jewelry collection. Un cadeau d'une valeur inestimable, tout un symbole qui prouve à Meghan la force des sentiments de Harry. You know, with the ring and with everything else that's going on, I'm sure she's with us. I'm sure she's with us, yeah. You know, jumping up and down somewhere else. Avant d'en arriver là, la reine avait donné sa bénédiction à ses fiançailles. C'est la règle à Buckingham. Mais la partie n'était pas gagnée d'avance. Celle que Harry veut épouser a beau être une femme exceptionnelle, elle ne répond à aucun des critères imposés par l'étiquette royale. De quelle manière le prince a-t-il réussi à convaincre sa grand-mère d'accepter sa bien-aimée? Comment Meghan a-t-elle séduit la reine? On a appris que la nouvelle petite amie du prince Harry, c'était Meghan Markle, et qu'on a commencé à se renseigner sur son background. Au départ, c'était pas gagné. C'est vraiment l'antithèse du curriculum vitae qu'espérait Buckingham Palace. Meghan Markle, en quelque sorte, elle cumule les défauts. Meghan est roturière, métisse, californienne. Elle coche pas les cases parce qu'elle a 3 ans de plus. Moi, je trouve ça très moderne, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui froncent le nez. Elle coche pas les cases parce qu'elle est actrice. On a envie de dire beaucoup de mauvais points pour très peu de bons points pour l'instant. Meghan n'a rien qui pouvait attirer la famille royale d'Angleterre, a priori. Et le point le plus sensible qui pourrait faire tiquer Elisabeth II, c'est dans le passé amoureux de Meghan qu'il se niche.
pendant des années à Los Angeles, elle a entretenu une relation avec un producteur, Trevor Engelson, à qui elle a été mariée. Une relation de longue durée puisqu'ils sont restés 7 ans ensemble. Mais le départ de Meghan pour Toronto, où elle tourne Suits, a fini par avoir raison de leur mariage. Donc elle arrive avec cette carte très compliquée au sein de la famille royale de femmes divorcées. Et ça aurait pu être un argument totalement rédhibitoire pour devenir la future femme du prince Harry. Dans le passé, la couronne n'a jamais été favorable au remariage. On a tous en mémoire l'histoire du roi Édouard VIII, le propre oncle de la reine, qui fut contraint d'abdiquer en 1936 pour épouser librement Wallis Simpson, une américaine divorcée. Des années plus tard, Élisabeth II avait carrément refusé à sa propre sœur, Margaret, le mariage avec un homme lui aussi divorcé. Pour Harry et Meghan, ce n'est pas dans la poche. D'ailleurs, le prince Harry l'a dit avec pas mal d'humour que finalement, il a fait campagne avec Meghan. Il a fait des tournées de petits déjeuners, il a rencontré les tantes, les cousins. Il aurait même été jusqu'à solliciter son propre frère. Et lorsque William s'est rendu compte à quel point Harry était amoureux, il était prêt à tout pour que son petit frère ait droit, lui aussi, au grand amour. C'est-à-dire que si cette femme-là ne correspondait pas en tout point à ce que la famille royale demande un petit peu comme CV, tant pis, c'était celle qu'il aime, donc c'était ça l'important. Je ne pense pas que Harry a été obligé de taper sur la table devant la reine en disant « je vais me marier avec elle, je m'en fous de ce que vous dites ». La reine a elle aussi bien compris que l'amour est finalement plus important que la tradition. 3 des 4 enfants d'Élisabeth ont divorcé. Pour elle, ça a été vraiment à chaque fois des drames et elle ne veut absolument plus que cette situation se reproduise. La reine ne s'est jamais remise du traumatisme occasionné par la terrible rupture de Charles et Diana en 1992. Trahison, coups bas, les parents de Harry s'étaient déchirés en public à grands coups de déclarations assassines. La reine a été traumatisée par le divorce et toute la médiatisation de Charles et Diana, qui a été vulgaire, tout simplement. Or, il n'y a rien de pire pour une royauté que d'être vulgaire, ordinaire. Donc la reine s'est certainement promis plus jamais ça. Et finalement, elle a quand même compris quelque chose, c'est que ces divorces de ses enfants, c'était aussi lié au fait que c'était des mariages arrangés. À la lueur de ce fiasco sentimental, la reine a fini par accepter l'idée que le monde avait changé. Ici, on a une série de mariages qui ne marchent pas, qui finit avec un divorce, qui finit sans enfant, qui finit sans amour. La famille royale est sur le long terme condamnée. Là, la reine peut partir tranquillement en disant « j'ai fait ce que je devais faire, la famille royale est assurée pour les décennies à venir, donc aucun souci à se faire ». Puis je crois surtout que la reine, elle est beaucoup plus grand-mère qu'elle n'a été mère, et je pense qu'elle prouve avec Meghan qu'elle fait des concessions parce qu'elle aime ses petits-enfants. Donc la reine Elisabeth a mis un peu d'eau dans son gin et a décidé un peu d'ouvrir la monarchie. Elle avait déjà fait preuve d'ouverture en 2011 en accordant à William l'autorisation d'épouser Kate Middleton. Kate a quand même été la première grosse concession de la reine Elisabeth. Elle a accepté que son petit-fils William épouse une jeune fille qui n'était absolument pas née de l'aristocratie. Donc c'était une première démocratisation de l'ADN de la famille royale. Et si aujourd'hui Meghan peut se permettre d'arriver au bras de Harry quelque part, c'est aussi parce qu'elle a eu avant elle Kate Middleton qui a débroussaillé tout ça. On pourrait croire qu'Élisabeth II, à 91 ans maintenant, a été prise peut-être d'un dernier sursaut de modernité en se disant on a déjà ouvert les grilles du palais avec Kate Middleton, ouvrons-les de façon plus large et plus grande encore avec Meghan Markle. À l'aube de sa vie, la reine aurait finalement tendu la main à Meghan Markle pour le simple bonheur de son petit-fils. Pourtant, il se murmure du côté de Buckingham que cette union n'aurait pas été possible si Harry avait été l'héritier du trône. Alors si le prince Harry peut se permettre ce défi des conventions, entre guillemets, c'est aussi parce que ce n'est pas l'héritier. On sait que Meghan Markle n'aura pas à devenir reine à ses côtés. En effet, Harry n'arrive qu'en 6e position dans l'ordre de succession au trône. Avant lui, il y a son père, le prince Charles, son frère William et les 3 enfants de celui-ci. C'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est plus facile pour Harry d'être 6e dans l'ordre de succession que d'être l'héritier pour épouser Meghan, c'est une évidence. Donc c'est vrai que la place de cadet donne certaines libertés de choix. Et puis Harry, c'est le petit chouchou d'Élisabeth II.
C'est donc sans surprise que le 15 mars 2018, la reine a donné officiellement son consentement à ce mariage par le biais d'une lettre au conseil privé, l'organe chargé de la conseiller. Je déclare mon consentement à l'établissement d'un contrat de mariage entre mon petit-fils bien-aimé, le prince Henri Charles Albert David de Galles, et Rachel Meghan Markle. C'est officiel, Meghan fait maintenant partie de la famille royale. En intégrant la famille royale, en épousant Harry, Meghan aujourd'hui elle fait partie de ce qu'on appelle la firme. La firme. Derrière cet intitulé se cache une véritable organisation dont le PDG n'est autre que la reine Elisabeth. Alors la firme, ce surnom vient en fait du duc d'Édimbourg, qui a lui aussi tout de même pâti et a eu du mal à trouver sa place dans cette famille lorsqu'il était jeune marié avec la reine d'Élisabeth. Et la firme, c'est la famille royale et son fonctionnement. C'est comme une grosse entreprise. Il y a des conseillers en com, il y a tout un tas de services, il y a un nombre d'employés incroyable. Donc c'est une entreprise à part entière et chacun y a son rôle. La firme a été resserrée en fait à la demande du prince Charles, donc ses parents, le duc d'Édimbourg, sa mère la reine évidemment, lui, son épouse Camilla, qui maintenant est totalement intégrée et est devenue honnêtement une personnalité très appréciée, et puis ses deux fils. En faire partie est un privilège, mais entrer chez les Windsor se paie le prix fort, à commencer par le quotidien de Meghan qui a radicalement changé. Alors, quelles sont les incroyables concessions qu'elle a dû accepter? Pour Meghan Markle, intégrer la firme, c'est aussi renoncer à beaucoup de choses. C'est comme si vous rentriez au couvent, dans un monde totalement fermé. Vous ne pouvez plus avoir une vie comme tout le monde. Elle ne peut plus être actrice. Fini les tapis rouges. On ne peut pas envisager que son mari l'attende dans les ors des palais en Angleterre pendant qu'elle tourne avec Brad Pitt ou George Clooney, qu'elle les embrasse à pleine bouche, qu'elle vive une romance à l'écran incroyable, pendant que Harry la regarde et que le peuple britannique se dise « mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas son mari, c'est pas son prince ». On s'y attendait un petit peu. Au moment de l'annonce de ses fiançailles, elle a annoncé dans la foulée que, effectivement, elle quittait la série Suits et donc son personnage de Rachel Zen. Donc forcément, c'était un petit peu la panique pour les fans. Mais le créateur de la série, qui est également le scénariste, a été assez malin, c'est-à-dire qu'il a anticipé. Il savait bien que Meghan sortait avec le prince Harry et donc il a écrit une fin. Et ce n'est pas tout. Contrainte par ce protocole aux règles implacables, Meghan doit oublier à tout jamais ses vieux réflexes de star de la télévision. Elle signait beaucoup d'autographes en tant qu'actrice. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est vraiment des choses qui ne se font pas au sein de la famille royale, y compris les regards caméra. On peut lui reprocher de regarder les objectifs plutôt que le peuple. Meghan est une jeune fille de son temps, elle avait un blog. Un blog qui était d'ailleurs particulièrement suivi, elle avait plus d'1 million d'adhérents sur ce fameux blog. Elle adorait parler lifestyle, voyage, bouffe, etc. Toutes ces petits tips, elle les donnait sur son compte Instagram, sur son blog qui s'appelle The Tig. Tout ça, elle a dû fermer les réseaux sociaux, c'est terminé. On sait qu'elle a posté un petit message, un dernier petit message, disant qu'elle remerciait tous ses adhérents, que désormais une autre vie l'attendait. Meghan a donc volontairement tiré un trait sur son ancienne vie en acceptant tous les interdits imposés par la firme. Alors, qui va désormais organiser le quotidien de la nouvelle princesse? Comment va-t-elle communiquer avec ses fans? C'est désormais seul le palais de Clarence House qui a le droit de communiquer sur l'activité de la nouvelle duchesse. La personne qui s'occupe de sa communication et de la communication du couple et de Buckingham va forcément communiquer sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, mais ce seront des tweets et des messages maîtrisés, voulus et pas laissés au hasard. Chaque tweet de Meghan, chaque photo postée sur les réseaux sociaux sera systématiquement contrôlée et validée par la firme. Alors les selfies, normalement, sont terminées si jamais elle en abuse. Et on se doute bien que c'est terminé, les photos en bikini sur la plage postées sur les réseaux sociaux pour attendre la déferlante de likes. C'est pas très princier tout ça. Meghan, qui ne ratait jamais une occasion de donner son avis sur les grands problèmes qui secouent la planète, peut-elle continuer à le faire? Est-elle toujours libre d'aller où elle veut, quand elle veut?
Il faut qu'elle prenne une certaine distance, une réserve, qu'elle ne l'ouvre pas pour un oui, pour un non, qu'elle ne se permette pas d'engagement politique. Et elle aura, malgré elle, un protocole sur le dos qui va probablement organiser son agenda. C'en est terminé des voyages à travers l'Europe comme bon lui semblait avec les copines. Il faut désormais que Meghan cale son emploi du temps sur celui du prince Harry pour leurs obligations protocolaires, pour leurs apparitions publiques. Tout ça, c'est plus elle qui le détermine. C'est une privation de liberté et c'est un travail 24 heures sur 24. Donc une fois qu'on rentre dans le ferme, la vie normale s'arrête. Et c'est une nouvelle existence qui s'ouvre à Meghan, une existence sous contrôle. On l'a bien compris, la jeune américaine ne sera plus jamais la femme indépendante qu'elle avait toujours été. Couper court à sa carrière et fermer tous ses réseaux sociaux ressemble à une forme de renoncement. Elle renonce à toute sa liberté, à tout ce qu'elle était de libre et de moderne pour intégrer une famille qui est très traditionnelle. Où est passée la petite fille de 11 ans qui s'affichait devant l'Amérique entière avec ses convictions féministes? Pourquoi Meghan renonce-t-elle à ses idéaux? Meghan l'a dit elle-même, elle a dit je ne suis pas obligée d'épouser quelqu'un qui va m'enfermer dans un prison doré. J'y vais en connaissance de cause, j'y vais en acceptant tout ce qu'on demande de moi. Je suis prête à arrêter mon blog, je suis prête à abandonner ma carrière de comédienne, mais j'ai fait le tour. Donc il y a d'autres fonctions, d'autres demandes qui m'attendent. Et donc je suis bien à épouser non pas seulement le prince Harry, mais je suis prête aussi à épouser la cause de la famille royale. Donc c'est une jeune femme qui a fait un bilan très clair, qui a fait des choix parfaitement transparent. Il y a une partie de sa vie qu'elle met derrière elle pour se consacrer à temps plein, avec toute son énergie, à cette nouvelle mission qui lui est assignée. Maintenant qu'elle fait partie de la famille, Meghan va devoir trouver sa place, que ce soit médiatiquement, mais aussi sur son rayon quelque part. Chacun a ses engagements au sein de la famille royale. Et bien sûr, la princesse ne peut échapper à ses obligations. Meghan va devoir trouver son cheval de bataille au sein de la firme. Elle va devoir se trouver un rôle, elle va devoir se trouver une image. Elle va avoir des galas de charité, elle va avoir des inaugurations, ce que j'appelle, elle va aller couper des rubans. Elle va aller visiter des orphelinats, visiter des maisons de retraite. Donc ça paraît très joli sur le papier glacé dans les magazines, mais c'est un quotidien qui est quand même très minuté, avec très peu de temps libre. On sait que Harry a en charge la partie la plus jeune de la population. Meghan, je pense sincèrement, va avoir en charge sans doute des relations diplomatiques, parce qu'ils sont de formidables outils diplomatiques. Ils vont devoir se rendre dans les pays du Commonwealth, se rendre un peu partout à l'étranger en tant qu'ambassadeurs du Royaume-Uni. Et je ne serais pas surprise s'ils se rendaient en visite au Canada ou peut-être même aux États-Unis juste après le mariage. Et puis, elle va avoir en charge sans doute toutes ces minorités qui n'étaient pas représentées jusqu'à présent dans la famille royale. Un rôle totalement inédit à Buckingham, un rôle qui pourrait bien être pour Meghan le plus beau de sa vie. Là où Meghan Markle a gravi quelques marches à Hollywood sans jamais arriver tout en haut de l'affiche, Buckingham, là, lui propose un rôle mondial. Elle a trouvé son plus beau rôle, elle est princesse. Elle va être à la une de tous les journaux pour des années jusqu'à la fin de sa vie, probablement, si elle reste avec Harry. C'est une évidence que ce mariage avec Harry lui donne une exposition médiatique, une puissance de feu infiniment supérieure à ce que lui offrait la série Suits. Elle a compris qu'avec ce tremplin qu'était la famille royale, les véritables choses qui lui tiennent à cœur, à savoir quand même faire évoluer des causes, changer la vie des femmes, changer la vie des enfants, elle va pouvoir le faire mieux et beaucoup plus rapidement que si elle était restée dans un entre-deux que lui aurait imposé sa carrière d'actrice. Et donc elle va poursuivre son chemin, mais avec plus de maturité, plus d'assises et aussi plus de pouvoir. Pour Meghan, le revers de la médaille, c'est qu'elle n'est plus une femme comme les autres.
En devenant membre de la famille royale, elle est désormais contrainte de connaître l'étiquette sur le bout des doigts. Un apprentissage particulièrement difficile, et vous allez voir, la nouvelle princesse n'est pas au bout de ses peines. On ne passe pas d'Hollywood au protocole de Buckingham comme ça en claquant des doigts. Il y a un maximum de choses à apprendre, il y a des obligations, il y a des façons de se comporter, des façons de s'habiller évidemment. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que une jeune femme qui rentre dans la firme, comme ça a été le cas pour Kate, c'est certainement le cas maintenant pour Meghan, elle est prise en main. On apprend à Meghan à savoir sourire, se positionner, bouger la main, tenir son sac à main. Il y a plein de petites choses comme ça qui font maintenant partie de sa vie et qu'elle est en train d'apprendre. Elle doit oublier tout ce qu'on lui a appris depuis l'enfance. Elle n'a plus le droit, par exemple, de se réjouir d'une façon démesurée. Elle n'a pas le droit non plus de faire la moue. Il va falloir qu'elle se tienne droite, qu'elle fasse attention à la façon dont elle se positionne. Surtout qu'elle ne se gratte pas le nez, par exemple, parce qu'il y aura toujours une photo. Donc il faut qu'elle soit dans la retenue perpétuelle et en même temps, on lui demande d'être une jeune fille joyeuse, avenante. Il faut qu'elle aille vers les autres, qu'elle ait un petit mot, qu'elle sache sourire. Désormais, chacun de ces gestes est décortiqué. Meghan Markle et le prince Harry vont rencontrer la population. La longueur de ses robes est scrutée à la loupe. Son sourire analysé par les observateurs les plus intraitables. Maintenant que Meghan est un membre de la famille royale, lorsqu'elle rira en public, elle devra rire comme une lady. Autrefois, on apprenait aux femmes à rire d'une certaine manière. C'était très contrôlé et très élégant. Un rire trop appuyé n'était pas convenable pour une femme du monde. À partir d'aujourd'hui, Meghan ne doit pas oublier ce point essentiel. Elle se doit d'avoir un rire plus digne en public, exactement comme celui de la duchesse de Cambridge. Cet homme qui n'hésite pas à étriller Meghan Markle, c'est William Hanson, une véritable star au Royaume-Uni. Impitoyable, ce spécialiste de l'étiquette est à l'affût des moindres faits et gestes de la famille royale. Sa nouvelle cible, c'est Meghan Markle. La tenue que portait Meghan le jour de l'annonce de ses fiançailles en novembre dernier était très élégante, mais totalement inappropriée pour cette période de l'année. C'était le mois de novembre. Le mois de novembre en Angleterre, il fait froid. Son manteau était trop court, sa robe était plus longue que son manteau, donc on pouvait voir le bas de sa robe. Elle ne portait pas de collant et vraiment, pour une femme qui va faire son entrée dans la famille royale, ce n'est pas possible. Et William Hanson ne laisse rien passer. Tout membre de la famille royale doit marcher quelques pas derrière le plus titré, ce que Meghan ne fait pas. Si vous regardez le duc d'Édimbourg, le mari de la reine, il est toujours quelques pas derrière elle. Et il y a un point sur lequel il est intransigeant. Le couple est bien trop familier avec le peuple. Elle a touché, elle a enlacé, elle a même embrassé tous les gens qu'elle a croisés autour d'elle après l'annonce de ses fiançailles. Vous imaginez la reine faire la même chose? Trop exubérante, Meghan risque-t-elle de se faire remonter les bretelles? Elle pourrait être recadrée si elle se sent un petit peu trop de liberté. Et je me suis laissé entendre dire que la reine lui avait déjà fait une petite remontrance parce qu'elle trouvait qu'en public, elle était trop attachée à son portable et qu'on la voyait pianoter, envoyer des SMS, peut-être faire des selfies. Donc là, il y a déjà une petite mise en garde. Encore novice, la princesse accumulerait donc les erreurs de débutante. Alors peut-elle compter sur les membres de sa nouvelle famille pour éviter les faux pas en public? Donc Meghan va être très accompagnée. Harry l'a dit lui aussi dans les interviews qu'il faisait en sorte de l'aider à comprendre comment se repérer dans cet univers. La reine va certainement lui prodiguer ses conseils. Elle l'a fait pour Kate. Je suis sûr que la plupart des femmes mariées à un membre de la famille royale, comme la duchesse de Cornouailles, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, ont donné de nombreux conseils à Meghan.
en lui disant « Nous avons appris telle chose. As-tu pensé à ça ?» Et je pense que pour Meghan, ça va être une histoire pas si simple que ça. C'est même un véritable parcours du combattant pour celle qui, depuis des mois, doit intégrer une multitude d'informations. Il faut qu'elle apprenne les us et coutumes de la famille royale, il faut qu'elle apprenne l'histoire de l'Angleterre, c'est quand même pas sa terre natale. Il va falloir qu'elle se plie à plein de codes. Parmi la multitude de choses que la duchesse doit apprendre, il y a cet exercice ô combien périlleux de la révérence. Cette révérence qui ne se fait pas à l'ancienne, comme si elle était le chaboté avec un chapeau et en tournicote. C'est pas la révérence très appuyée comme on pouvait le faire sous le règne de Victoria. L'exercice a été un peu revisité. C'est une génuflexion assez discrète où on avance un pied et on recule l'autre et on fait un signe de tête en signe de respect. Il faudra qu'elle le fasse d'une façon assez discrète en public et en privé. Normalement, elle doit aussi faire la révérence, sauf si la reine lui en fait grâce. La révérence, on dit qu'elle ne la maîtrise pas vraiment. Le salut royal. C'est, vous savez, le petit geste de la main. C'est moyen aussi, on dit que c'est pas très Windsor. Le salut royal, c'est le point faible de Meghan. Un geste qu'elle ne maîtrise pas. À en croire William Hanson, c'est même une catastrophe. Le salut de Meghan est bien trop intense, bien trop enthousiaste. Elle est américaine et les Américains sont beaucoup plus expressifs que nous, les Britanniques. C'est beaucoup trop sauvage, beaucoup trop exagéré. Eh bien, ça paraît tout à fait stupide et tout à fait naturel, mais on leur apprend à bouger cette main. Il ne faut pas qu'elle la bouge trop vite, il ne faut pas qu'elle ait la main molle, il ne faut pas que ce soit non plus une main qui bouge dans tous les sens. Donc, non seulement Meghan salue d'une façon extravertie, mais de temps en temps, elle fait cela également. On dirait une palourde qui s'ouvre et qui se ferme. Ça fait un peu petite fille. Si elle continue comme ça, avec ce type de salut, elle va se fatiguer le poignet. Donc on va apprendre, comme on a appris à Kate, on est en train d'apprendre à Meghan ce fameux mouvement de la main droite. Elle a visiblement l'intelligence d'essayer de bien faire, d'écouter les conseils. Meghan a d'ores et déjà trouvé le coach idéal au sein de la famille royale. Ce coach, c'est Kate Middleton. La duchesse de Cambridge est l'exemple à suivre, celle qui n'a jamais commis le moindre impair. Évidemment, l'une des meilleures conseillères imaginables est Kate, parce qu'elle a fait tout ce travail-là et qu'elle le fait depuis des années, et qu'elle le fait avec beaucoup de succès. Kate n'a jamais fait un seul faux pas, c'est une performance quand on voit la manière dont elle est scrutée. Chez Kate Middleton, on a le sentiment que malgré son extraction qui n'est pas royale, on a le sentiment qu'elle est née dans cet univers-là, elle a appris les codes, elle a charmé la cour d'Angleterre et la reine. On peut imaginer que Kate Middleton donne de nombreux conseils à Meghan Markle. Kate Middleton va tout lui apprendre, va lui apprendre les sacrifices qu'elle a dû faire, va l'instruire sur tout ça. Elle serait même à 100% derrière Meghan, lui prodiguant des conseils multiples sur la manière de se comporter, de s'habiller, de parler aux gens. Pour certains spécialistes, elle chercherait même à la Middletoniser. Ce Kate Middletonisé, ça veut dire devenir parfaite en quelque sorte. Kate Middleton a réussi, elle, à se créer un style de princesse, tout en mixant des pièces de créateurs avec des pièces plutôt grand public, issues de Topshop, H&M. Ce qu'on appelle la high street fashion, quand elle achète ou qu'elle porte des petites robes de chez Zara ou de chez H&M, elle a réussi un mix assez parfait. Donc Meghan, à côté, va devoir réussir, là aussi, à trouver sa place. Et pour se rapprocher du style si parfait de sa belle-sœur, Meghan a pris une décision radicale en se débarrassant de sa vieille garde-robe, bien trop provocante pour une princesse britannique. Jugez plutôt. Meghan Markle est apparue souvent en robe bustier, qui dévoile ses épaules, mais aussi elle aime beaucoup les décolletés plongeants. Les petits shorts ou les leggings vraiment trop moulants de yoga, parce qu'elle fait du yoga, il ne faut pas qu'elle soit prise en photo avec. Alors pour Meghan aujourd'hui, terminer
les décolletés, les robes de pin-up pour aller passer des castings. On a vu Meghan poser dans des tenues hyper sexy à Hollywood pour des cérémonies, des décolletés plongeants. Elle portait volontiers des talons très hauts, un vernis à ongles sombre parce qu'elle aime ça. Meghan Markle, aujourd'hui, ne peut plus porter de jupes trop courtes, des shorts, les jeans essentiellement pour des événements sportifs ou pour des sorties avec des enfants. Donc, fini les jeans troués, fini les postures un petit peu osées. Souvenez-vous de ces images tournées à Toronto lors de la première apparition officielle du couple en septembre 2017. Elle résume tout ce que Meghan ne pourra désormais plus faire en public. Meghan portait un jean déchiré, ce qui n'est pas féminin du tout et surtout pas princier. Mais elle avait en plus les jambes croisées. Traditionnellement, les femmes de la famille royale ne croisent pas les jambes. Si vous regardez la reine, elle s'assied avec une cheville derrière l'autre, les genoux collés l'un à l'autre, et la duchesse de Cambridge a popularisé ce que l'industrie de l'étiquette a baptisé The Duchess Slant. Ses genoux et ses chevilles sont collés et forment une sorte de Z qui est du plus bel effet. Mais il faut bien admettre que les bons conseils de Kate n'ont pas toujours été suivis d'effet. Elle a été énormément critiquée, Meghan, pour le choix de sa robe sur les photos qui ont été diffusées en décembre suite aux fiançailles, pour une robe qui était à la fois transparente, extrêmement chère, une robe de couturier jugée trop sexy, trop glamour par certains observateurs. Elle a mis des couleurs sombres ces derniers temps, alors qu'elle avait fait un vrai coup d'éclat avec son manteau crème et ses couleurs très lumineuses qui permettaient justement de la distinguer. Elle est partie dans des couleurs beaucoup plus austères qui montrent peut-être qu'elle est encore en train de se chercher sur ce terrain-là. Trop souvent vêtue de noir, Meghan n'a toujours pas compris que cette couleur est réservée à des événements très particuliers. Meghan a aussi une insupportable obsession pour le noir. Quand on est une femme au sein de la famille royale, le noir c'est uniquement pour les périodes de deuil et pour les cérémonies d'hommage. Et sûrement pas pour aller en visite à Cardiff. Il va vraiment falloir qu'elle apprenne à placer le curseur pour satisfaire tout le monde et pour se trouver un style bien à elle. Visiblement, elle a encore beaucoup de travail à faire avant d'être au point pour rejoindre la famille royale. Meghan Markle est pourtant sur la bonne voie. Lors de sa visite officielle en Écosse le 13 février 2018, la princesse a fait l'unanimité pour la première fois. Quand elle va rendre visite au régiment écossais, elle met un manteau qui est un tartan écossais et qui est d'ailleurs quasiment identique au tartan du poney qui est la mascotte du régiment. Donc c'est typiquement ce genre de clin d'œil très subtil, seuls les initiés comprendront, mais évidemment tout le régiment est très touché d'un geste comme ça et c'est exactement ce genre de code que Meghan doit maîtriser pour être parfaitement en ligne avec la famille royale. Si elle ne maîtrise pas encore parfaitement les subtilités du protocole, Meghan n'en reste pas moins la nouvelle icône des Britanniques. L'engouement qu'elle suscite auprès du peuple en dit long sur sa cote d'amour. Enfin une personne normale qui rejoint la famille royale. C'est formidable et en plus elle est sympa. Elle est véritablement la bienvenue. Elle est superbe. L'Angleterre va l'accueillir à bras ouverts. Ce qui me désole le plus, c'est qu'elle se marie. Parce que tous les hommes ici sont amoureux d'elle. Elle est belle, elle est gentille. Je suis au courant de tout ce qu'elle fait dans l'humanitaire. Et ça va être un vrai atout pour la famille royale. Derrière ce mariage princier, c'est toute la famille royale qui profite du formidable élan de modernité qu'apporte Meghan Markle. Je crois que si la famille avait souhaité trouver un moyen de revenir sur le devant de la scène, de paraître hyper moderne, ils n'auraient même pas imaginé un tel scénario. C'est une évidence que le mariage de Harry et Meghan est formidable pour la popularité de la famille royale britannique. C'est un énorme coup de com'. Par le simple fait que Meghan étant de nationalité américaine, ça ouvre une nouvelle porte
dans la modernisation de la famille royale britannique. Par ses origines, Meghan serait-elle en train de réussir un tour de force en s'imposant comme le nouvel atout maître de Buckingham? Je n'ai aucun doute. Elle va être un atout formidable pour Harry et pour la famille royale. Elle permet enfin de représenter des gens qui ne sont pas dans la tradition. Elle permet de représenter effectivement les femmes qui sont plus âgées, qui ont des maris plus jeunes. Elle permet de représenter les minorités. Elle est métisse dans une Angleterre multiculturelle. Le Royaume-Uni est incroyablement mêlé. Il y a énormément de minorités, mais personne au sein de la famille royale ne représente les minorités. Elle va être un maillon pour la famille royale avec toute une partie du peuple britannique qui n'était absolument pas identifiée dans la famille. Et eux gagnent en popularité du fait de lui avoir ouvert les bras. C'est un moyen de se montrer résolument moderne et c'est au final un bénéfice d'image extraordinaire. C'est un énorme coup de boost et une façon de revitaliser la famille royale. C'est une manière de dire, vous voyez comme on est devenu cool, on garde l'étiquette, mais on s'est totalement adapté à notre siècle. Faut-il en conclure que Meghan Markle a été choisie par la famille royale pour ses origines modestes? A-t-elle été adoubée pour sa ressemblance avec le peuple? De là à dire que Meghan aurait été choisie pour ça, on est très très loin. En revanche, ils savent, quand ils ont un bon matériau de communication, ils savent l'utiliser. Il faut bien aussi que la famille royale bénéficie d'une image, qu'il se passe des choses. Kate et William sont plutôt plan-plan, ils ont leurs enfants, ils sont très très bons dans la représentation quand ils sont envoyés à l'étranger. Mais Harry et Meghan, c'est une énorme injection de sexy et de glamour dans cette famille. C'est un moyen de revenir sur le devant de la scène avec des personnalités beaucoup plus funky et rock'n'roll. Alors, c'est une évidence que dans les mois à venir, l'attention des médias, l'engouement mondial va converger vers Harry et Meghan, et sans doute pour les années à venir, parce que justement tous ces critères de nouveauté sont très enthousiasmants, et aussi parce qu'il y a un très fort lien avec les États-Unis. En effet, pour la première fois dans leur histoire, les Américains ont leur princesse à Buckingham. Pour un pays qui ne reconnaît pas la noblesse, c'est loin d'être anecdotique. Pour les Américains, c'est un événement considérable parce que c'est inédit. Une Américaine rentre à Buckingham Palace, ça ne s'est jamais produit. Et aujourd'hui, tous les Américains sont absolument fascinés par cette histoire de mariage avec le prince Harry. Et autour de ce mariage, eh bien, il y a aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, une vente de produits dérivés. On va dire du côté américain, une Disneylandisation de ce mariage princier. Ça prouve qu'il y a quelque chose à dire, qu'il y a une histoire à raconter. Peut-être plus que le couple formé par William et par Kate. C'est un couple avec un peu plus d'aspérité et qui peut sans doute beaucoup plus intéresser le public américain. Le nouveau couple pourrait très vite surpasser Kate et William en popularité. Et si c'était déjà le cas? Si Harry et Meghan avaient déjà volé la vedette au futur souverain? Donc c'est sûr qu'en termes de célébrité, de star system, ils ont des avantages importants par rapport à Kate et William qui sont rentrés dans une phase un petit peu moins glamour. C'est sans doute une première, mais c'est vrai qu'on voit que Harry et Meghan volent la vedette au couple princier William-Kate. De là à penser qu'une jalousie pourrait s'installer entre les deux couples, il n'y a qu'un pas que certains n'hésitent pas à franchir. On peut imaginer une espèce de concurrence. Meghan, avec toute son originalité, toute sa nouveauté, toute sa fraîcheur, quelque part, ça peut faire naître une certaine jalousie de la part de Kate qui se voit reléguée au rang de mémère, quelque part. On a tendance dans un scénario un peu classique, un scénario de série B, à se dire « Oh, Kate et Meghan vont être en compétition et on va avoir deux femmes qui font des combats debout. » Parce que longtemps, Harry a tenu la chandelle pour William et Kate, et maintenant qu'il arrive au bras de Meghan, on les a vus notamment se rendre à la messe de Noël tous les quatre, c'est les quatre fantastiques, et en même temps, est-ce qu'il va pas y avoir des rivalités qui vont naître ? Moi, je crois pas du tout que c'est l'option qui va être retenue. Kate, elle est enchantée, à mon avis, d'avoir un petit peu moins de pression sur les épaules. Et puis, elle est enchantée aussi d'avoir quelqu'un avec qui elle va pouvoir parler, partager cette position, ces contraintes, ces contraintes dont elle ne peut parler à quasiment personne. C'est au fond quelque chose de très agréable pour Kate d'avoir une alliée dans ce monde-là. Mais la nouvelle venue parviendra-t-elle à trouver sa place entre les deux frères ?
faut pas oublier que le couple central en fait de cette génération-là, c'est William et Harry. C'est les deux frangins qui sont unis, solidaires depuis toujours, qui ont grandi ensemble et qui ont eu cette proximité qui est peut-être en fait, ils sont la première génération à être aussi intimes. Ils ont perdu leur maman, ce qui a été un drame et un traumatisme dans leur petite enfance. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement unis. Ils habitent au même endroit. Ils sont voisins, en fait. À Kensington Palace, ils ont chacun leurs appartements à quelques mètres de différence. Donc ici, nous sommes devant le bâtiment principal de Kensington Palace. Et juste derrière, c'est là où vivent le prince Harry et Meghan Markle. Ils ont emménagé directement ensemble dès l'annonce des fiançailles. Et ils vivent à côté du prince William et de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge. Donc ils sont vraiment en famille, proches les uns des autres. Le prince William a même rigolé avec la presse il n'y a pas longtemps en disant qu'il était ravi que le prince Harry et Meghan Markle emménagent enfin au Nottingham Cottage parce que comme ça il ne viendrait plus du tout fouiner dans son frigo. Et Meghan, il va falloir qu'elle tire des ficelles de manière subtile pour trouver sa place, sans empiéter sur les plates-bandes de Kate Middleton, sans porter préjudice ni faire de l'ombre à la relation très intime entre Harry et William. Donc ça va être extrêmement délicat pour elle de se faire une place juste. Ce qui compte, c'est que chacun des couples soit actif, soit chacun des couples fasse leurs obligations et les remplit avec brio. Et surtout, très sincèrement, je ne suis pas sûre qu'il y ait une compétition d'attention. C'est-à-dire que je pense que Kate et William sont au fond très contents que l'intention soit un petit peu détournée d'eux pendant quelques instants. Le couple, William et Kate, qui pendant des années a été au premier plan avec son mariage puis la naissance de ses enfants, va pouvoir prendre quelques années de repos parce que là, tout de suite, les Anglais, tout ce qu'ils veulent, c'est du prince Harry et de Meghan. À Windsor, Harry et Meghan ont offert le plus beau des cadeaux à leur peuple. Un mariage de contes de fées qui a ému le monde entier. Désormais, face à leur destin, le prince et la princesse ont toute la vie pour se consacrer à leur combat commun, au service des malades et des déshérités. Mais la prochaine étape, c'est bien sûr une grande inconnue, qui passionne déjà tous les sujets de sa gracieuse majesté. Quand Meghan affichera-t-elle ce petit ventre rond, annonciateur d'un nouveau bonheur à Buckingham? Les paris sont ouverts. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect.